Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, décès d'un lycéen à Saint-Louis. Il s'est brisé le cou hier en passant une épreuve d'éducation physique et sportive. Il est mort sur le coup au lycée Charles de Gaulle. Ses camarades sont encore sous le choc. Des vents violents ont balayé une centaine de maisons à Sédhiou. Les sinistrés lancent un SOS. Vous le verrez, les images sont impressionnantes. Vote du projet de loi portant modification du code électoral. La session plénière démarre lundi. L'opposition dénonce un manque de dialogue. La majorité donne rendez-vous aux travaux dans les commissions. Le ton est donné. Dans notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, nous nous intéresserons au livre L'appât du pain, un hymne au patriotisme, un magnifique roman d'Amadou Diop à dévorer. En sport, beach soccer, c'est connu. Les Lions de la plage affronteront le Portugal, l'Uruguay et l'Oman dans les phases de groupe au Mondial en Russie le mois prochain. D'abord, ce drame à Dara où une jeune fille s'est donné la mort par pendaison au village de Mbelone Samba Demba dans le département de Linguère. Elle a été retrouvée pendue à un arbre. La dépouille est déposée à la morgue du centre de santé de Dara. Nous y reviendrons avec nos équipes. C'est une épreuve d'éducation physique et sportive qui tourne mal au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Mohamed Mar Mbaye s'est fait le coup du lapin hier en passant les épreuves EPS. Il est mort sur le coup. Il a perdu la vie sur le tapis de gym. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Mbaye était un élève de la classe de première au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Il a perdu la vie hier dans l'après-midi au cours d'une activité physique qu'il faisait avec ses amis au sein de l'établissement public. Dans la maison mortuaire, les khassaïs retentissent. À l'intérieur, les parents sont inconsolables et tentent de témoigner sur leur défunt fils, très discipliné. C'était un jeune très discipliné. C'est mon fils et je l'aimais beaucoup. Il est parti dans ces circonstances. On remercie Dieu et on prie pour qu'il repose au paradis. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'il a eu un accident. C'est à la maison qu'il a mangé qu'il est parti dans la salle de gymnase. Nous étant musulmans, de surcroît, nous sommes des êtres humains, nous sommes musulmans, nous sommes disciples de Khadim Rassoul. Et tout ce que Dieu sa grandeur exalté décide. Mohamed Mar Mbaye laisse ses camarades de classe orphelins, mais également ses professeurs et amis. Sa mort a plongé tout le lycée dans la tristesse. Très discipliné, parce qu'il faisait partie des premiers élèves qui se levaient quand j'entrais en classe. Et là, je dis que c'est vraiment regrettable, mais c'est ainsi la vie. Un frère, un confident. Ce matin, nous sommes attristés également par cette nouvelle. Et également, nous prions pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Selon les témoignages, Mohamed Mar Mbaye a perdu la vie après un exercice qu'il exécutait avec ses camarades. Son cou s'est cassé et il a perdu la vie sur place. Merci Ousseynou. Et puis ce sinistre également dans le sud du Sénégal où des vents d'une grande violence ont ravagé une centaine de maisons. Plusieurs arbres se sont retrouvés également déracinés. Babakari Kanté et Kali Diabé. Près d'une dizaine de personnes blessées, les toits de plusieurs dizaines de maisons emportées par un vent violent, des maisons tombées, des arbres déracinés. C'est le bilan des dégâts de la forte pluie d'hier enregistrée à Karsia dans la commune de Diannaba. La tornade a pris le village de Kour. Personne n'a dormi. Il a fait un vent qui a détruit presque l'écrasante majorité du village. Beaucoup de maisons ont vu leur toit emporté. Les arbres sont extrêmement terrassés. Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais il y a eu des dégâts extraordinaires, importants. Il y a des blessés. Moi-même qui vous parle, j'ai ma soeur qui a le bras presque cassé. L'équation, c'est que les gens s'apprêtent à aller dans les champs. On n'a pas prévu du tout de faire des réparations de toiture aujourd'hui. Les gens sont désemparés. Les enseignements à tirer par rapport à notre tour, dans les familles qui ont été vraiment victimes de ce vent violent qui nous a beaucoup secoués et qui a emporté beaucoup de toits.
Donc vraiment aujourd'hui nous sommes mal réveillés à Karsia. C'est dommage parce que les paysans qui s'apprêtent maintenant à aller dans les champs, si les abris sont partis et il ne faut pas vivre comme ça à la belle étoile. Les dégâts enregistrés par-ci, par-là, dans des différentes maisons, des différentes familles, il y a même des blessés à la suite de ce vent violent qui a tout emporté presque. La presque totalité des maisons ont été impactés par ce vent violent. Les populations demandent de l'aide auprès du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Donc nous ne faisons que lancer un appel solennel à l'État de venir au secours et aux personnes de bonne volonté aussi de venir secourir ces paysans, ces populations qui sont sinistrées. Plusieurs autres villages de la commune de Dianaba sont touchés par cette tornade. C'est le cas du village de Guignaoulin. Les sinistrés désespérés ne savent plus à quel sens se vouer et demandent aux autorités compétentes de réagir le plus rapidement possible. Merci Bakary. Nouvelle station météorologique à Hambourg. La station va servir de boussole aux acteurs de la pêche, du tourisme et de l'agriculture. Selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens, l'infrastructure est construite dans le cadre du plan de modernisation des centres de météorologie. Voici le ministre Alioune Sarr avec nos équipes à Hambourg. D'un coût de 48 millions de francs CFA, entièrement financé sur le budget de l'État, cette nouvelle station est composée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, d'une salle d'observation, d'un parc météorologique abritant les instruments météorologiques classiques, d'un bureau de chef de station, d'un magasin et toutes les commodités nécessaires pour son bon fonctionnement. Par ailleurs, cette station permet de recueillir les paramètres météorologiques dans le respect des normes et procédures de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, pour d'une part faire des prévisions météorologiques avec des données pour la gestion des risques et catastrophes, mais également des informations pour le compte de l'aéronautique. Et d'autre part, fournir des informations pour les acteurs du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, des travaux publics, bref, pour le bien-être des populations. Comme vous le savez, avec les changements climatiques, les phénomènes météorologiques extrêmes vont devenir de plus en plus fréquents. C'est pourquoi nous devons renforcer les outils de prévision et de prévention tels que les systèmes d'alerte précoce pour atténuer les effets indésirables de ces phénomènes. Dans cet ordre d'idée, nous sommes en train de dérouler le plan de modernisation et d'équipement des stations météorologiques d'un coût de 200 millions, mais également d'améliorer les outils de prévention, de prévision météorologique. Et sur le front du coronavirus, un décès et 354 nouvelles contaminations ont été enregistrées au cours de ces dernières 24 heures. 19 personnes font des formes graves de la maladie. Scientifiquement, rien n'indique que le rebond épidémique est causé par des nouveaux variants qui résistent actuellement au virus. Dans le monde, 85% des pays sont touchés par ces variants. Actuellement, les spécialistes n'écartent plus l'idée de renforcer l'immunité avec une 3e dose du vaccin. On est tout cela avec Modou Diop et Fatou Kinedem. Le variant Delta constitue une menace et serait même responsable de la nouvelle hausse des cas de Covid-19. Le monde scientifique de plus en plus préoccupé par cette mutation. C'est un variant qui inquiète le monde. 60 fois plus contaminant que le variant Alpha. Et aujourd'hui, il y a 6 fois moins d'efficacité avec les anticorps neutralisants qu'on retrouve sur certains vaccins. Mais ça, c'est un problème. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce manque d'efficacité-là qu'on va noter progressivement par rapport à certains vaccins, encore pour l'ensemble des vaccins encore efficaces, mais c'est beaucoup moins, pratiquement, avec le variant Delta. Serait-il résistant face au vaccin? Une 3e dose n'est pas à écarter. Quel sort pour l'Afrique et quelle décision pour nos gouvernants? L'Afrique n'a pas encore eu sa première dose. Ou si on l'a eu vraiment très peu, c'est 2% de notre population. Donc il faut nécessairement quand même que les Africains quand même se travaillent en synergie ensemble et essaient de soulever d'autres leviers pour attirer le monde, que le regard du monde puisse se faire tourner vers l'Afrique, pour qu'au moins qu'on puisse nous soutenir par rapport à cela. Vous savez, il y a des initiatives pratiquement pour fabriquer des vaccins qui vont prendre un certain temps. Ce n'est pas immédiat, mais en attendant, pour recevoir ces vaccins-là, il faut quand même, avant que les gens n'aillent jusqu'à penser à une 3e dose. Le nombre de personnes vaccinées au Sénégal est de 567 908. Encore un travail à faire. C'est 3% de la population sénégalaise qui a une première dose.
Actuellement, seuls 3% de la population sénégalaise est vaccinée, loin encore de l'objectif qui est de 70%. Nous pouvons dire qu'en 4 mois environ, 600 000 personnes ont été vaccinées. À ce rythme, 1 500 000 vont être vaccinés en 1 an. Et pour atteindre les 70%, il faut 7 ans, alors qu'on parle de 3e vague. Merci Fatkine. L'autre grand titre de cette édition, vote du projet de loi portant modification du code électoral. Après l'ouverture officielle de la session extraordinaire cet après-midi, la plénière démarre lundi prochain, mais déjà l'opposition et la majorité affichent leur désaccord sur la procédure. Réaction de quelques parlementaires tout à l'heure au Parlement avec nos équipes. Les députés de l'opposition n'ont pas participé au dialogue national, raison pour laquelle nous condamnons fermement ce projet de loi que nous allons mettre à la poubelle. Je viens de sortir de la conférence des présidents et je compte consulter les députés de mon groupe Liberté et Démocratie et ceux des non-inscrits pour voir les décisions que nous devons prendre. ci dialogue national bi moom commission politique boo xam ne dafay liggéey ci les réformes institutionnelles di liggéey ci mode élection yi di liggéey ci lu bëri donc nag ñu wooñu pour tëj rek session bi président Moustapha Niasse on nañu tëj nañ session bi li des mooy comme ni mu ko waxee léegi ñu dem rapidement la conférence des présidents ñu réunir daal di xool ban bés la ñuy jàpp pour commission technique bi ndax xam ngeen ne commission technique fa la ñuy càmbaree projet de loi bi nga xam ne mooy code électoral bi donc muy commission boo xam ne muy kujje gi mu ñu ànd ak nguur gi mu ñu tëdd ak jaaxaanaay ñun ñëpp mën a am sunu temps xool document bi interroger ki nga xam ne mooy ministre de l'Intérieur. C'est à eux de voir les différents points et de faire des amendements. Le code est là et nous devons l'améliorer. Les discussions se feront dans les commissions. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que dès la semaine prochaine, tout sera clair. Atelier national d'apprentissage et de réflexion sur le contrôle citoyen de l'action publique. La société civile note un faible taux de participation citoyenne dans le contrôle des politiques publiques. Un collectif de la société civile prône la mise en place de nouveaux mécanismes pour plus de transparence. Dans une démocratie représentative, c'est en principe uniquement les députés qui doivent faire le contrôle de l'action publique. Parce que la mission du Parlement, elle est triple. C'est une mission de représentation du peuple, c'est une mission de contrôle de l'action du gouvernement, une mission de voter des lois au nom du peuple, une mission législative. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des limites par rapport à cette démocratie représentative. Est-ce que les députés remplissent pleinement cette mission? Du fait de la concordance de majorité, parfois on voit que les lois passent souvent comme lettre à la poste. C'est pourquoi le contrôle citoyen est important. C'est pourquoi, c'est ce qui justifie donc que davantage, de plus en plus des organisations de la société civile s'intéressent au contrôle citoyen. C'est ce qui justifie l'action que l'ONG 3D, le Forum civil et la COSIDEP sont en train de dérouler. Aujourd'hui, il y a une innovation de taille consistant à ce que les citoyens puissent élire directement leur maire. C'est une innovation parce que ça permet que les maires se sentent redevables vis-à-vis des citoyens davantage que vis-à-vis des conseillers. C'est la même chose qui doit s'opérer au niveau du mode d'élection des députés. Et on en vient au grand format de cette édition, État de droit et minorités en Afrique. C'est le thème du colloque organisé par l'Association sénégalaise de droit constitutionnel, une occasion de réfléchir sur les minorités, leurs droits et leur situation en Afrique et au Sénégal. Rencontre qui a permis aussi de faire une analyse sur les difficultés des gouvernants à faire face à la question identitaire qui de plus en plus se fait sentir dans la région du Sahel. On voit tout cela avec Dissa Prera et Pape Sangonimbaye. Quel groupe peut être considéré comme une minorité, quel autre groupe ne l'est pas? Une question qui, aux yeux du droit, appelle une réponse qui exige différents critères. Encore faut-il savoir quel groupe qualifier de minorité. Tous les groupes minoritaires, au sens lato sensu, ne sont pas des minorités au sens juridique.
il faut procéder à la qualification. Pour qualifier un groupe de minoritaires, il y a des conditions, il y a des critères. Le critère de la discrimination, le critère de la marginalisation. Et donc, il appartiendra au cas par cas, de manière très empirique, de qualifier un groupe de minoritaires. Ce qui se pose d'ailleurs, c'est comment définir les minorités. Est-ce qu'il existe véritablement des minorités? Comment l'appréhender? Est-ce que dans une perspective générale, ou bien on peut l'appréhender au cas par cas, en fonction du degré d'intensité des relations identitaires et ça et là. Et pour le cas du Sénégal, je dois dire, nous n'avons pas de minorité culturelle qui consiste effectivement à revendiquer dans une certaine mesure, de manière conflictuelle, comment dirais-je, le partage du pouvoir ou bien la redistribution des ressources naturelles. Donc le degré de clivage qui existe aujourd'hui n'atteint pas des proportions démesurées qui pourraient effectivement découler sur une logique de conflit. Au Sénégal, de tout temps, les communautés vivent en toute cohésion, même s'il ne manque pas de groupes régionaux qui revendiquent souvent de manière appuyée un meilleur partage des ressources du pays. Maintenant, il y a au niveau du Sud, il faut le dire quand même, des mouvements de rébellion, de sécession, et qui justement fondent leurs prétentions sur, comment dirais-je, une revendication par rapport à la prise en compte effectivement du Sud, par rapport effectivement à la redistribution des ressources, par rapport au partage, par rapport de manière générale, comment dire, aux revenus, et de manière générale, ces revendications pour l'essentiel ne sont pas de nature à, comment dirais-je, bousiller ou bien bouleverser le schéma organisationnel institutionnel. C'est une logique plus ou moins de revendication qui consiste effectivement à vouloir plus ou moins préciser effectivement le sentiment d'appartenance. Cela dit, le constat est que dans une logique d'inclusion sociale, l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour ceux qui sont considérés comme des minorités se retrouvent dans l'État. Ay effort important xam nga Sénégal dund nañu ay crise ku ñëpp xam nañ crise de la Casamance. L'État a fait beaucoup d'efforts importants. Le Sénégal a fait une loi en 2015 pour baisser la fiscalité dans la région de Casamance, et cela pour aider les entreprises qui veulent s'y installer. Mais dans une définition plus large, on connaît deux sortes de minorités, des minorités linguistiques mais aussi des minorités économiques. Là aussi, l'État a fait des efforts dans les droits de base, du point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation et même des infrastructures telles que les bourses de sécurité familiale ou le programme tel que les PUDC. Tout cela pour protéger les groupes dits vulnérables. Des bourses de sécurité familiale, des PUDC, c'est pour vraiment nous protéger les groupes faibles qu'on appelle les groupes vulnérables. Au-delà du Sénégal, il est noté un repli communautaire dans bon nombre de pays de la région du Sahel. Des revendications identitaires qui se font de plus en plus sentir et qui sont source de beaucoup de problèmes. Merci Dissa. L'actualité, c'est aussi cette saisie de faux billets de banque d'un montant de 475 millions de francs CFA par la brigade de gendarmerie de Keur Massar. Les hommes en bleu ont réussi à infiltrer le réseau mafieux en se faisant passer pour des clients. Plus de détails avec Marcel Farba Maroun. Une importante saisie de faux billets de banque a été effectuée mercredi par la brigade de gendarmerie de Keur Massar, affiliée à la compagnie de gendarmerie de Rufisque. Le renseignement est parti d'une patrouille qui a fait état d'un vaste réseau de contrefaçon de billets de banque. Après vérification, le dit réseau a été démantelé. Cette opération a permis de mettre la main, d'arrêter deux individus qui se trouvaient être les têtes pensantes de ce vaste réseau de trafic de faux billets. La perquisition dans la foulée qui s'en est suivie a permis de mettre la main, donc de saisir 32 paquets de 200 billets de 100 €, donc d'une valeur estimative de 419 millions de francs CFA, 17 paquets de 200 billets de 10 000 francs CFA, d'une valeur estimative de 34 millions de francs CFA, 11 paquets de 200 billets noirs de 10 000 francs CFA, d'une valeur de 22 millions de francs CFA, soit au total 475 200 000 francs CFA qui ont été saisis en faux billets de banque. Outre cette importante saisie, d'autres ont eu lieu au même endroit. Il s'y ajoute 2 140 000 francs en vrais billets,
ainsi que 3 billets d'$1, un flocon de mercure rouge, un véhicule type Hyundai Santa Fe, qui selon toute vraisemblance aider les mises en cause à mener à bien leurs activités délictuelles. Donc, à l'état actuel, l'enquête se poursuit. Les unités spécialisées de la gendarmerie sont mises à contribution pour aider à l'identification des autres membres de ce vaste réseau de contrefaçon de billets de banque, afin d'aider à leur interpellation et leur déferment devant Monsieur le procureur de la République. La saisie de ce mercredi est le résultat de l'intensification des activités opérationnelles, notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée, de la délinquance économique et financière en particulier. Manifestation devant les locaux de la Seine-Eau à Pout. Les producteurs réclament de l'eau pour le maraîchage. Selon eux, l'activité se meurt à cause de ce manque d'eau. Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Depuis 3 ans, ces maraîchers de Pout, Khodoba, vivent un calvaire causé par la déconnexion du réseau de Lac de Guiers. Des milliers de maraîchers sont affectés par cette déconnexion. On nous a amenés sur le réseau du Berthialan. Ce réseau de Berthialan nous a amené énormément de problèmes. Il y a que ce réseau, au départ, amenait une eau impropre. Deuxièmement, une eau intermittente. Et troisièmement, pouvait être à l'arrêt pendant plusieurs semaines. C'est pourquoi nous nous sommes levés, nous avons écrit à tous les autorités de ce pays, à commencer par le président de la République, le ministre de l'eau et de l'assainissement, le gouverneur de la région de Thiès, le préfet de Thiès, les maires de Pout et de Kermoussa. Mais jusqu'à présent, la situation perdure. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons été presque forcés de nous mobiliser pour qu'il y ait notre ras-le-bol. Qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons uniquement que de l'eau. Ils veulent de l'eau pour pouvoir cultiver. Dans les champs visités, le constat est amer. Des cultures sont fanées, les robinets sont à sec. Ces maraîchers de Pout et Khodoba sont actuellement à bout. Toutes nos exploitations sont en train de s'effriter. Les manguiers sont morts, les agrumes sont en train de se dessécher. Le haricot vert, depuis ces 3 ans, tout est à l'arrêt. Et les enfants même qui étaient revenus pour pouvoir travailler, ils sont partis. Des milliers de jeunes, hommes et femmes employés dans ces périmètres maraîchers sont en chômage depuis plusieurs mois. Merci Cheranta. Et puis à moins de 2 semaines de la Tabaski, intéressons-nous au business de l'élevage de moutons très prisé par beaucoup de jeunes de la capitale. Le secteur est porteur et passionne profondément ces jeunes de Dakar, d'éleveurs du dimanche. Ils sont aujourd'hui de vrais businessmen de moutons. Reportage édifiant, Mamadou Fall et Gervais Yao. Ils ont presque le même destin. La même passion transformée en un métier qui fait vivre son homme, une profession qui permet de rêver. Ils ont tous les deux chopé le virus grâce à un proche. C'est de la passion. Il faut avoir l'amour pour pratiquer l'élevage. J'avais dans un premier temps 3 moutons. Après les avoir vendus, j'ai senti que cela pourrait faire l'affaire. Et c'était rentable. C'est juste pour le plaisir, mais petit à petit, j'ai commencé à m'y habituer. J'avais également l'habitude de côtoyer nos vieux éleveurs. Débutés avec les moyens du bord, ils ont réussi aujourd'hui à avoir leur propre troupeau, des béliers au prix d'or. J'ai débuté avec un seul mouton, mais aujourd'hui je rends grâce à Dieu. D'ailleurs, les prix varient entre 700 000 et 1 million. 700 000, 800 000, 1 million. J'ai commencé avec un budget de 3 millions. Cela a commencé depuis Daoudiek. Au départ, j'avais que 3 millions et je me suis lancé sans même réfléchir. Mais après constat, ça a été bénéfique et j'ai continué. L'élevage est un secteur à développer, mais pour cela, il faut le concours des autorités. Cette filière peut bien résorber beaucoup de jeunes, surtout concernant l'emploi des jeunes. Mais c'est à l'État quand même de la développer. Les points de vente sauvages, l'absence d'électricité, l'insécurité des facteurs de blocage, mais à Yoff, la formule est toute trouvée. Les points de vente qui se trouvent à Yoff,
On a 4 à 5 points de vente, 2 autorisés par le gouvernement, mais il y a 2 autorisés par la commune. C'est pour permettre aux populations d'accéder pour l'achat facile de leurs moutons. Beaucoup de jeunes ruent aujourd'hui vers la filière élevage qui pour le moment est à l'état familial. Mais pour plusieurs d'entre eux, cela doit être transformé en une filière moderne. Merci Mamadou, et on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Coup de projecteur ce jeudi sur le livre L'appât du pain, une œuvre de l'heure selon l'auteur. Amadou Diop appelle les jeunes au patriotisme. C'est un magnifique roman, un hymne au patriotisme. Note de lecture, Pape Faraning et Amadou Ba. Un condensé de plus de 150 pages pour mieux conscientiser la jeunesse africaine, une manière aussi de stopper la fuite des mémoires de plus en plus récurrente. L'appât du pain, que je considère comme un cri du cœur de la nation sénégalaise et également de notre cher continent africain. Alors, l'appât du pain, dans le sens où je considère que l'immigration clandestine est une sorte de piège dans lequel notre jeunesse, la jeunesse de notre pays, tombe inlassablement. Parce qu'au lieu d'avoir une jeunesse qui allait avoir peut-être une vision apotropaïque avec des objectifs visant à régler les problèmes de notre nation, on a une jeunesse qui est en fuite. Pour y arriver, il faut beaucoup de sacrifices et de patriotisme pour développer notre pays. Plus de patriotisme, je parle plus également de sens du sacrifice. Et le fait que ces jeunes représentent la force vive de la nation et que c'est à la jeunesse qu'incombe ce devoir de montrer l'exemple, parce qu'il ne faut absolument pas qu'ils oublient qu'ils sont l'avenir de demain. Et cet avenir, il faut commencer à le construire dès aujourd'hui en incarnant un passé qu'il faut assumer, mais aussi en préparant un présent qu'il va falloir changer. Avec une population de plus de 65% de jeunes, Amadou Diop pense qu'il faut nécessairement être dans les instances de décision pour changer la donne. Le réel combat qu'ils doivent mener, c'est d'avoir des représentants dans les instances de décision. Là, on va inéluctablement vers des élections locales. C'est le moment pour ces jeunes-là de se montrer et de prendre leurs responsabilités. Parce que Machiavel disait que tout changement en imposant notre mais que si on utilise tout le temps les mêmes méthodes, à la place des mêmes méthodes, je dirais les mêmes personnes, on aura toujours les mêmes résultats. À travers ce roman, Amadou Diop, après avoir fait plusieurs pays d'Europe, veut partager son expérience pour conscientiser les jeunes sur les méfaits de la fuite des mémoires. Merci Pape Farah. Et puis dans l'actualité sportive, le Portugal, l'Uruguay, l'Oman, les adversaires des Lions dans les phases de groupe du mondial Beach Soccer prévu en Russie du 19 au 29 août. Une poule jouable pour le sélectionneur des Lions. L'objectif pour les Lions de la plage est d'atteindre le dernier carré. Ibrahim Khan. Après son 6e sacre continental, l'équipe nationale de beach soccer connaît désormais ses adversaires pour le mondial de la discipline prévu du 19 au 29 août en Russie. Logés dans la poule D, les protégés de Ngala Sylla vont se frotter au Grand Portugal, 3 fois champion du monde. 16 nations qui veulent tous remporter le trophée. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est de travailler, de continuer de travailler et essayer d'avoir un bon résultat. Maintenant, essayer d'atteindre les objectifs, il faut passer par des matchs de poule d'abord. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de rester concentré sur notre premier match contre l'Uruguay, après le deuxième match contre le Portugal et après, avant de terminer avec l'Oman. Et je pense que pour moi, c'est une poule très ouverte. On a nos chances, comme les autres équipes aussi auront leur chance. Maintenant, il faut rester concentré sur le sujet pour remporter des matchs. En tout cas, tout se jouera sur le terrain. Un groupe ouvert, certes pour le sélectionneur des Lions, mais Ngala Sylla mise sur une bonne préparation pour l'atteinte des objectifs. La préparation se passe très bien, on touche du bois. Il y a peu de joueurs qui sont au niveau de l'infirmerie et j'espère qu'on va les... Et après, voilà, essayer de trouver des matchs amicaux fin juillet
ici à Dakar et après voilà, essayer de jouer aussi des matchs amicaux en Russie avant le démarrage de la compétition. Mais pour l'instant, on est toujours en train de négocier ces matchs-là. On n'a pas encore de partenaire. Vu le contexte, pour déplacer les gens, c'est toujours difficile. Mais j'espère que d'ici les jours à venir, on aura un ou des partenaires à jouer des matchs amicaux quand même. Les Lions vont entrer en lice le 20 août prochain contre l'Uruguay avant de défier le Portugal et l'Oman dans l'enceinte du complexe olympique de Luzhniki. L'objectif pour les Lions, intégrer le dernier carré. Source d'inspiration pour certains, de motivation pour d'autres. Abdoulaye Diaw, la mémoire vivante du sport au Sénégal va être célébrée les 9 et 10 juillet 2021. Témoignage à suivre dans ce sujet réalisé par Cheikh Sadibou Diarra. La famille sportive est unanime sur le talent du doyen Abdoulaye Diaw. Cheikh Sadibou Diarra. La référence. La voix du sport sénégalais, le rassembleur, les qualificatifs ne manquent pas pour Abdoulaye Diaw, le journal sportif, la bibliothèque humaine du sport au Sénégal. C'est quelqu'un qui a participé à faire connaître effectivement pas mal de sportifs, à les accompagner dans leurs combats, à être présent, à leur donner aussi l'envie de se dépasser, parce qu'il nous présentait comme, je ne dirais pas des héros, mais des gens qui ont toujours mouillé le maillot, qui se sont battus pour que la renommée du Sénégal jaillisse un petit peu partout. Il a toujours des mots justes pour galvaniser, pour encenser les athlètes. Et c'est de lui que j'ai appris qu'on n'a pas besoin d'être méchant véritablement pour se faire aduler, pour se faire aimer. Mes souvenirs sont revenus quand j'étais encore jeune élève dans mon propre village à Matam, en train de prendre le transistor de ma maman pour attacher sur un tronc d'arbre et pouvoir écouter Abdoulaye Diaw. Abdoulaye Diaw a également, durant son parcours, marqué les esprits et le peuple par ses qualités humaines. Un véritable citoyen. Nous savons tous le rôle que ce grand monsieur a joué au sein même de la famille des sportifs. Je ne dis même pas du football, du sportif. Et à chaque fois qu'une équipe part pour une compétition, même si les choses ne marchent pas, là, il cherche toujours à motiver comme cette équipe-là. C'est un rassembleur. C'est un rassembleur. Moi, je me demande des fois même s'il a des défauts. Ce que je retiendrai d'Abdoulaye Diaw, c'est sa disponibilité, sa connaissance du milieu sportif, son intelligence aussi, parce qu'il faut faire preuve vraiment d'une grande intelligence pour pouvoir transmettre aussi cette passion qu'est le sport. Pendant 2 jours, vendredi et samedi, le Sénégal va célébrer la mémoire vivante du sport. La rue qui longe le stade Demba Diop va désormais porter le nom d'Abdoulaye Diaw. Ce dernier va aussi recevoir les hommages du monde sportif et de la nation au cours d'une cérémonie au CICES. Merci cher, voilà c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info et on parle politique ce soir avec vous, Binta Diallo. Vous recevez Monsieur Saliou Sarr, c'est à vous. Et Chérif Saliou Sarr a été le plénipotentiaire de l'opposition.